Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une intervention que j'ai fait sur le stand Canon au Salon de la Photo il y a environ 2-3 semaines. En fait, Canon m'a invité très gentiment au Salon de la Photo pour intervenir sur leur scène, pour parler de mon expérience avec le Canon EOS R lors de mon voyage à Tahiti. Alors, j'ai déjà fait une vidéo sur justement mon ressenti avec cette caméra qui s'affiche juste ici. Je parle de ça dans cette conférence, mais je parle aussi de mon parcours, de mon activité aujourd'hui, de mon école de vidéo en ligne qui va sortir. Je réponds aussi à des questions. Donc je me suis dit que cette conférence dans son intégralité pourrait vous intéresser. Juste avant de vous passer mon intervention, je vous rappelle que si vous voulez recevoir mes tutos directement dans votre boîte mail toutes les semaines et surtout être tenu au courant de cette fameuse école de vidéo en ligne, du lancement dans quelques semaines, vous pouvez rejoindre le Club Grain, ma newsletter, en cliquant juste ici ou sur le lien en description. Sur ce, je vous laisse avec mon intervention sur le stand Canon au Salon de la Photo. Tu viens nous parler aujourd'hui de ton expérience avec l'EOS R lors d'un voyage à Tahiti. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Exactement. Alors j'ai préparé un petit déroulé que je vais commencer, mais n'hésite pas du coup à me poser des questions. Je pense que c'est ça qu'on voilà, j'aurai des questions à te poser sûrement. Si vous aussi vous avez des questions, n'hésitez pas à vous lever la main. Je ferai passer le micro. Ça se passe à trois, toi, moi et vous le public. Allez, c'est parti. Donc effectivement, je suis parti à Tahiti cet été pour faire une vidéo de voyage. Et Canon m'a très gentiment prêté le EOS R. Et donc je vais vous parler un peu de cette expérience-là et en quoi j'ai apprécié shooter avec ce boîtier. Mais juste avant, du coup, je me présente un petit peu. Alors je sais que tu m'as déjà présenté brièvement, mais je vais du coup passer assez rapidement là-dessus. Je ne suis pas du tout issu d'une école de cinéma. J'ai fait une école de management, de commerce. Et ensuite, j'ai travaillé dans la publicité, j'ai travaillé dans la communication digitale, dans un grand groupe, dans le marketing, et j'ai décidé, au bout de quelques années, de lancer ma boîte de vidéos. Je faisais de plus en plus de vidéos dans le cadre de mon travail. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont des expériences similaires, mais donc du coup, j'ai été passionné par la vidéo au fur et à mesure, et un jour, je me suis dit, et si je montais ma propre agence de vidéo? Et c'est ce que j'ai fait. J'ai lancé Grain, du coup, il y a maintenant 3 ans, qui est à la fois une boîte de production, pour les marques, pour les grands groupes, comme tu l'as dit, ça peut être pour des influenceurs, pour des agences de création de contenu, c'est assez varié. Principalement des vidéos à destination du web. Pour l'instant, pas de publicité. Bon, c'est des vidéos digitales promotionnelles, mais pas de publicité TV, cinéma ou clip. C'est vraiment des vidéos pour le web. Donc voilà, différents clients pour lesquels j'ai pu travailler jusqu'à maintenant. Et en parallèle, j'ai aussi une activité de formateur. J'ai une chaîne YouTube dans laquelle j'aide en fait des passionnés de vidéo ou des gens qui veulent se lancer à titre professionnel, qui veulent se reconvertir ou qui veulent faire de la vidéo leur métier. Sur cette chaîne YouTube, je donne des conseils au quotidien sur différents thèmes comme le matériel, les réglages des caméras, le tournage, l'étalonnage et même justement le business, comment faire de la vidéo son métier. En parallèle de ces contenus sur YouTube que vous pouvez retrouver gratuitement, j'ai 2 formations sur la vidéo un peu plus poussée. Une première formation sur le montage, dans laquelle j'explique mon workflow complet de montage, et un pack de luttes. Je pense que vous connaissez les luttes, si vous êtes ici, vous savez ce que c'est. Ce sont des espèces de filtres qui donnent un look à vos vidéos, un peu comme des filtres Instagram pour vidéos, pour simplifier les choses. Maintenant, parlons un peu du EOS R. Parlons Canon, t'es là pour ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord regarder la vidéo. Comme ça va faire une petite pause. On va regarder la vidéo que j'ai tournée à Tahiti avec le EOS R, et ensuite je vais parler de mon matériel.
On peut applaudir effectivement. Merci. Alors juste pour préciser, cette vidéo a été tournée avec un Mavic 2 Pro pour les plans aériens, avec le OSR du coup, avec optique 16-35 et 70-200 pour les plans terrestres, et une GoPro Hero 6 Black pour les plans sous-marins. Avant de parler du OSR, juste un point sur mon matériel. J'ai deux boîtiers. J'ai d'abord un 1DX Mark II, qui est le boîtier que j'utilise pour mes productions pour les marques. Souvent, dès que je veux une qualité assez poussée, j'utilise le 1DX Mark II, puisque je ne sais pas si vous savez, mais il permet de faire de la 4K à 25 images par seconde, à 50 images par seconde. Il a aussi une fonctionnalité à 100 images par seconde, de l'ultra slow motion en Full HD, avec un autofocus très bon. Et ça, c'est un seul boîtier capable de faire ça aujourd'hui, avec un tel débit, en tout cas une telle qualité. Donc c'est vraiment ma caméra principale pour de faire de la production vraiment poussée. Et ensuite, derrière, j'ai un 6D Mark II, qui est un plus petit boîtier, qui a le même look, qui est boîtier plein format également, qui a le rendu d'image Canon. Donc c'est très facile pour faire matcher les deux caméras si besoin. Et l'avantage de ce boîtier, c'est qu'il a un écran qui se retourne. Donc ça me permet vraiment de créer du contenu avec, de faire des vidéos YouTube ou des vidéos face caméra, chose qui est plus compliquée à faire avec le 1DX, dû à son écran fixe et à son poids. Donc c'est une super caméra qui certes a un débit moins élevé, une qualité d'image moins poussée, mais pour mes besoins, en tout cas pour les besoins de création de contenu YouTube, c'est parfait. Donc c'est mon duo aujourd'hui. Les deux se complètent bien, quoi. Exactement. Alors pourquoi j'ai apprécié le OSR en voyage? C'est pour plusieurs raisons, dont une que je vais aborder à la fin. C'est une raison majeure que j'ai déjà évoquée sur YouTube, mais on va faire un petit rappel aujourd'hui. Déjà, il est léger. Donc c'est vrai que le 1DX Mark II est génial. Et moi, j'aime beaucoup avoir une caméra qui a du poids, puisque une caméra qui a du poids veut dire stabilisation naturelle. Moi, j'ai jamais été fan des stabilisations capteurs, numériques, boîtiers. Je préfère de loin la stabilisation naturelle avec une caméra. Donc le 1DX Mark II, on met une poignée dessus, juste un écran, et on peut le tenir à la main, vraiment à main nue, et avoir des images parfaitement stabilisées. La stabilisation due à l'inertie de l'appareil. Exactement. Ouais. Mais c'est vrai qu'en voyage, avoir une caméra qui pèse plus d'1 kilo sur le dos toute la journée, avec un stabilisateur, puisque moi je travaille souvent en glide cam, comme vous le savez peut-être si vous suivez ce que je fais, c'est fatigant. Ah oui. Donc super que le OSR soit léger à ce niveau-là. En tout cas, plus léger, beaucoup plus léger que le 1DX. L'écran inclinable, c'est top, puisqu'au final, comme je vous l'ai dit, pour la création de contenu, c'est génial. Mais au final, même pour faire des vidéos classiques, c'est super, puisqu'on peut filmer en bas, en haut, trouver des angles de vue qu'on ne peut pas forcément trouver avec un écran figé. Et avoir un écran figé vous oblige à, du coup, acheter un moniteur externe pour pouvoir avoir ces fameux angles de vue. Et ensuite, troisième axe, c'est qu'il est quand même orienté vidéo. Cet OSR, il a pas mal de fonctionnalités vidéo, de la 4K à 25 images par seconde, un profil log. Profil log, pour ceux qui ne savent pas, c'est un profil qui va être très décontrasté, désaturé à première vue, qui n'est pas très attirant, mais qui permet des possibilités vraiment poussées en étalonnage et en post-production. Il a aussi de l'ultra ralenti, uniquement en 720, pas en 1080. C'est un des reproches que je peux lui faire. Mais dans l'ensemble, il est quand même orienté vidéo et permet aux vidéastes de tirer vraiment le meilleur de cet appareil-là. Mais ce n'est pas le point le plus positif pour moi du OSR. Ce qui a vraiment fait que j'ai apprécié cette expérience, c'est cette bague d'adaptation. Alors, il y en a plusieurs chez Canon. Il y a 3 adaptateurs qui permettent de mettre des objectifs EF sur la monture RF, puisque le OSR est équipé d'une nouvelle monture, la monture RF. Il y a cette bague-là toute simple, juste un convertisseur de monture. Il y en a une deuxième avec une bague crantée qui permet de changer certaines fonctionnalités comme l'ouverture, les ISO, la balance des blancs. Mais celle qui m'intéresse, moi, c'est celle-ci. Coûte un petit peu cher, mais qui vaut le coup, puisqu'elle permet de mettre des filtres, en fait, ici, à l'intérieur. Vous avez la possibilité de mettre des filtres polarisants ou des filtres ND, et notamment des filtres ND variables. Et pour ceux qui font un peu de vidéo et qui veulent avoir un rendu cinéma, c'est très important ce filtre ND, puisque ça vous permet de garder une profondeur de champ faible en conditions de grande luminosité. Mais le problème avec les filtres ND aujourd'hui, c'est qu'on les visse devant les objectifs. Dès qu'on change d'objectif, on doit dévisser le filtre et revisser le filtre, donc on perd en réactivité. Et on peut aussi avoir des problèmes de shift de couleur. Certains filtres ND changent un peu les couleurs de l'image ou font des taches, même les filtres ND variables, quand on les tourne, ça peut faire des taches sur l'image. Donc, en fait, c'est génial, ce filtre ND, c'est indispensable, mais on perd en réactivité, on peut même dégrader son image. Et l'avantage d'avoir un filtre ND qui se situe entre le capteur et l'optique et pas devant l'optique, c'est justement qu'on n'a plus aucun de ces problèmes. Il est protégé par cette bague, et donc on a un filtre ND en toutes circonstances. Et surtout, on peut changer d'optique, on a toujours le filtre ND qui est devant. Et il a une amplitude beaucoup plus grande qu'un filtre ND classique. Au final, c'est génial, puisque ça permet en vidéo de voyage, vidéo d'événement, vidéo de mariage, tout ce qui est vidéo run and gun avec sa caméra, on se balade un peu vite et on essaie de saisir des émotions, d'être hyper réactif en fait. Je vais vous montrer une petite vidéo pour montrer rapidement comment fonctionne ce filtre ND. Voilà, donc on a juste une molette sur le côté et on peut faire varier le ND comme ça, avec une amplitude qui est très importante. C'est ça qui est intéressant.
Là, c'est l'effet que ça fait du coup quand on tourne le filtre ND. Donc on a vraiment, on passe du noir à une image bien exposée. Et il se clipse comme ça, tout simplement. Et vous voyez, il est juste ici, quoi, juste entre le capteur Quand tu changes d'objectif, et le l'optique. filtre reste. Quand on change d'objectif, le filtre reste, exactement. Voilà, donc je passe à la slide suivante. Je crois que... Tac. Est-ce qu'on peut passer à la slide suivante? Je n'arrive pas. Bon, bah voilà, vous avez l'explication du filtre ND qui tourne en boucle. Ça y est, ils vont te changer ça. J'ai une slide qui résume un peu tout ce que j'ai dit, mais voilà, ce filtre ND permet d'être beaucoup plus réactif en voyage et de ne pas avoir ce problème de shift de couleur, de garder toujours en fait cette possibilité d'avoir une image cinématographique en toutes conditions. Et comme il y a une très grande amplitude, même si vous êtes en basse lumière, vous êtes au coucher du soleil, vous pouvez travailler avec ce filtre ND puisque l'amplitude minimum est vraiment très légère et c'est quasiment comme si elle n'avait pas. Voilà, donc j'arrive toujours pas à passer à la slide suivante, mais c'est pas grave. Je crois que je les ai vus. De toute façon, on arrive bientôt à la fin. Donc c'est une caméra qui a des points forts, qui a des specs qui peuvent ne pas plaire à tout le monde aussi. Mais moi, je trouve que le point fort du filtre ND, ça change tout. Moi, je préfère partir en voyage avec une caméra peut-être qui est un peu moins évoluée sur certaines specs que d'autres caméras, mais avec cette possibilité-là. Donc vraiment, Canon, avec ce filtre ND, se rapproche des caméras de cinéma. Il y a des caméras de cinéma qui ont cette possibilité de filtre ND entre le capteur et l'objectif. Mais sur les appareils hybrides... Essayez de passer à la suivante. C'est par là. Mais sur les appareils hybrides, ça n'existe pas encore. Donc Canon, si je ne me trompe pas, c'est les premiers à proposer ça. Non mais c'est pas grave, au pire on peut continuer comme ça. Eh ben, ok. J'ai terminé, j'ai terminé ma présentation sur le Canon EOS R en tout cas. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions à poser sur son travail, sur tes cours, sur tes images? Non, il y a du monde pourtant, il n'y a pas de questions. Mais s'ils sont juste un peu timides, ils vont poser une question, je suis sûr. Ouais, je sens qu'il y a des questions sur... Alors, Vincent, t'as pas une question? Alors, approche-toi. Est-ce qu'on a la possibilité de mettre des filtres ND polarisants dans la bague? Je sais que les filtres ND qu'on peut mettre à l'intérieur sont fabriqués par Canon. Oui. Et à mon sens aujourd'hui, mais tu vas me confirmer ça, il y a un filtre ND variable et il y a un filtre polarisant tout court, mais il n'y a pas de filtre ND polarisant, il me semble. Okay. Je ne sais pas si tu as ces infos-là ou pas, mais j'ai pas ces infos, c'est ce que j'ai vu. Mais il me semble que c'est ça, ouais. Alors par contre, très important à savoir, ne pas utiliser cette bague sans filtre ND à l'intérieur. Ah, je crois qu'on a réussi à trouver la slide. Si on enlève le filtre ND et qu'on met la bague sans filtre ND, il y a un problème de mise au point qui se fait. C'est un problème que j'ai eu au début, avant de partir à Tahiti, j'ai fait des tests et je me demandais ce qui se passait. Et en fait, il faut absolument qu'il y ait un filtre. On ne peut pas utiliser cette bague comme on utilise l'autre bague qui convertit tout simplement une monture. Petite info pour ceux qui veulent aller vraiment plus loin, mais voilà. Donc plus de réactivité, un look signé en toutes circonstances, pas de gif de couleur, pas de vignettage et pas de tâches. Alors on a dit que tu étais créateur de la chaîne et l'agence de production Grain. Ouais. Qu'est-ce que tu faisais avant? Qu'est-ce qui t'a amené à faire cette chaîne en fait? J'ai un parcours assez créatif de base, j'ai des parents qui sont artistes. J'ai toujours eu cette créativité en moi, j'ai fait beaucoup de créations quand j'étais plus jeune, c'était pas forcément la vidéo. Puis après en grandissant, j'ai commencé à faire des vidéos comme beaucoup d'entre vous j'imagine pour des anniversaires, des parodies de clips, des trucs qu'on fait quand on est enfant quoi. Et puis ça a en fait maturé un peu cette envie de vidéo. Puis après je voulais travailler dans la publicité moi. Et donc j'ai lancé un blog sur la pub où j'allais interviewer des publicitaires et je les filmais, je mettais une petite caméra et je leur posais des questions. Et donc ça m'a aussi pas mal initié à la vidéo. Et ensuite dans mes différentes expériences professionnelles, comme je dis, les gens savaient que je faisais de la vidéo, je faisais une petite vidéo par-ci, une petite vidéo par-là, et puis au fur et à mesure de plus en plus, on m'a dit mais tes vidéos sont vraiment super, et je me suis dit il faut que je continue à faire ça. Le marketing et la pub, c'était mes études. T'en es servi. Autant faire du marketing pour moi plutôt que pour Danone ou une autre boîte. Ça peut être positif de travailler avant dans un secteur totalement différent, puisqu'aujourd'hui j'ai gardé Danone, pour ne pas le citer, comme client. Et aujourd'hui on a une super relation, donc j'ai vraiment réussi à faire le shift en fait entre un job dans une grosse boîte à ma passion. Le réseau est hyper important. Et ça passe aussi par votre formation professionnelle, quoi. Donc même si vous faites quelque chose qui n'a rien à voir avec la vidéo, si vous avez vraiment envie d'y aller et que vous avez déjà fait quelques vidéos et que les gens vous disent que c'est bien, je pense que ça vaut le coup de tenter sa chance. Comment on démarche des grandes boîtes comme Danone, Ikea, enfin tout ça, quand on est une petite agence comme Grain? Enfin peut-être tout est relatif, hein, mais je veux dire, quand on n'est pas connu, quoi. J'ai toujours été convaincu que démarcher, c'était la moins bonne idée pour trouver des clients. Autant faire une chaîne YouTube, aider un maximum de personnes. Au début, c'était pour aider les gens que j'ai fait YouTube, pour créer une communauté aussi, parce que souvent, quand on est vidéaste, on est seul, on est isolé dans son coin. Et c'est cool de pouvoir partager cette passion avec plein de gens. Et donc, c'est pour ça que j'ai créé Grain au début. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'en fait, les clients venaient directement à moi, justement parce que j'étais un peu considéré comme un expert de la vidéo. Mais je ne suis pas plus expert que vous tous. En tout cas, je ne l'étais pas plus avant. Et c'est juste à force de faire des vidéos, à m'intéresser à la vidéo, à partager ma passion, que je suis devenu un peu plus expert. Et les clients, aujourd'hui, ils viennent tout seuls. Donc moi, je ne démarche pas aujourd'hui. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas démarcher. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous voulez trouver des clients, je pense que la meilleure idée, c'est de créer un projet qui va faire que ces clients vont être attirés par vous,
Ça peut être une chaîne YouTube, ça peut être un podcast, ça peut être un compte Instagram, plein de choses, plutôt qu'aller démarcher et dire coucou, je suis là, voici mes vidéos. Tu donnes des cours et des conseils sur ta chaîne. Quelle est ta formation en photo? Est-ce que tu as pris des cours? Est-ce que tu es un autodidacte? En photo et en vidéo, pardon. Autodidacte complet. J'ai suivi, comme beaucoup d'entre vous, j'imagine, beaucoup de vidéos YouTube. Ça m'a pas mal formé. YouTube, c'est une très bonne école de photos et de vidéos. Et j'ai aussi suivi quelques formations payantes. YouTube, le problème, c'est que vous allez avoir beaucoup de vidéos, beaucoup de choses de qualité, mais aussi beaucoup de choses qui sont moins bonnes. Et vous allez passer beaucoup de temps à chercher les vidéos et avoir l'info dont vous avez besoin. Donc moi, je vous incite aussi à vous former via des formations payantes. Moi, à l'époque, j'ai suivi une formation d'un Américain qui s'appelle Parker Walbeck, full-time filmmaker. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une formation complète qui apprend justement à faire des vidéos. Ça m'a permis de progresser beaucoup plus vite. Par rapport à la formation, j'ai vraiment cet avis-là qu'à la fois, on peut se nourrir de gratuit, mais si on veut aller plus vite, plus loin, il faut investir en soi et investir dans des formations payantes. Si vous n'avez pas fait d'école, il n'y a pas de problème, il y a plein de formations qui existent aujourd'hui pour apprendre la vidéo. Alors tu l'as dit avec Grain, tu fais deux choses, hein. Tu donnes des cours et des conseils et tu produis des vidéos. Est-ce qu'il y a une des deux directions vers laquelle tu voudrais aller en particulier ou tu veux aller vers les deux en même temps? Non, justement, c'est ça qui est hyper vertueux pour moi. Pendant longtemps, j'ai fait de la prod, que de la prod. Au bout d'un moment, je trouvais vraiment plus vraiment de sens à juste faire des prods pour des marques et à me dire « Ah, mais le logo plus petit, l'écriture là, etc. » Je trouvais que c'était intéressant créativement, mais on était pas mal frustrés par le client. Et après, j'ai découvert YouTube, j'ai découvert les conseils, j'ai découvert le fait d'aider les gens. Et quand je suis venu l'année dernière au salon de la photo, j'avais quoi? J'avais, je crois, 25 000 abonnés. J'ai rencontré plein de gens et je me suis dit, mais c'est hyper fort, en fait, ce que je suis en train de créer avec YouTube, cette relation que j'ai avec les gens. Et j'ai beaucoup plus de sens dans ma vie à former des gens, à transformer des gens. Je dis pas qu'il faut faire que ça, parce que si on fait que de la formation, après, on se retrouve vraiment que formateur et on perd aussi sa crédibilité en tant que créateur. Mais pour moi, ce qui est vertueux, c'est d'avoir la prod, la formation et d'aider vraiment les gens. Et aussi, maintenant, je commence à faire un petit peu d'influence, à voyager, c'est aussi hyper intéressant. Mais en fait, ce triptyque un petit peu est hyper vertueux parce que de la prod, je trouve que c'est compliqué justement d'avoir, enfin, en tout cas, c'est très personnel, hein, chacun après voit comme il veut, c'est très personnel de trouver un sens, mais d'avoir cette espèce d'équilibre, j'adore et j'ai envie de continuer ça, j'ai pas du tout envie de me spécialiser dans quelque chose. Tu as un voyage en tête, un projet? Oui, la semaine prochaine, je pars en Guadeloupe, filmer une vidéo pour l'office de tourisme. Donc là, je suis désolé, mais il y a Nikon qui me prête un Z6. Oh. Mais c'est pour tester justement toutes les marques du Sony, du Nikon, du Canon. Aujourd'hui, c'est encore plus fort pour vous parce que ça prouve que je teste plein de marques différentes. Mais si je suis chez Canon, c'est que voilà, c'est vraiment un choix mûrement réfléchi. Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, on va terminer. Une petite question, approche-toi. La vidéo que tu nous as montrée, tu as filmé en quel profil avec le EOS R? Très bonne question. J'avais pas d'enregistreur externe. Pour ceux qui connaissent un petit peu la vidéo avancée, on a un profil log sur le EOS R qui soit filme en 8 bits, soit en 10 bits. En 10 bits, vous avez beaucoup plus d'informations dans l'image et vous pouvez aller plus loin en étalonnage. Mais le 10 bits fonctionne uniquement avec un enregistreur. Donc moi, j'en avais pas, donc j'avais deux solutions. Soit filmer en log, en 8 bits, soit filmer en un profil neutre, un peu désaturé, qu'on appelle le Pro Lost Flat. C'est ce profil-là dans lequel j'ai filmé. Je filme sur tous mes appareils Canon, je filme en Pro Lost Flat. Donc vous tapez Pro Lost Flat sur Internet, vous allez trouver le réglage. Vous partez du réglage neutre et vous enlevez 2 points de contraste, 1 point de saturation et la netteté. Et ça vous donne une image qui est assez flat, étalonnable facilement, mais qui n'est pas non plus du log. Et le log, c'est génial, mais pour moi, c'est pas utilisable en 8 bits. J'ai passé mon voyage à changer entre log, Pro Lost Flat pour vraiment voir ce qui était le mieux. Et au final, de loin, Pro Lost Flat, puisqu'avec le log en 8 bits, vous pouvez avoir ce qu'on appelle du banding dans le ciel, donc des dégradés qui sont pas très jolis. Donc moi, je vous conseille pas de filmer en log 8 bits, ou alors peut-être que j'ai pas encore assez d'expérience pour filmer en log 8 bits, parce que c'est compliqué d'avoir une image qui me convient. Par contre, le Pro Lost Flat, c'est un super profil. Et vous pouvez faire ce que vous voulez avec l'image, vous pouvez travailler dans l'étalonnage ou pas, ou avoir un style assez classique, quoi. Il nous reste quelques minutes, peut-être pas encore une question, peut-être? Une question. Salut Louis, en fait j'ai commencé une chaîne YouTube il y a 8 mois et je vois que la difficulté c'est vraiment de rester sur la durée et faire des vidéos toutes les semaines. Du coup, est-ce que tu as un petit conseil, parce que moi je travaille aussi sur Canon, pour essayer d'optimiser son temps de montage et voilà, de motivation, on va dire. Enfin, tu vois, le temps et aussi la motivation. Tu fais de la production aussi ou tu fais que YouTube? Je fais que YouTube. Faire une chaîne YouTube, c'est énormément de travail. Surtout au début, parce qu'on n'a pas l'habitude, on ne sait pas comment parler devant une caméra, on ne sait pas comment paraître naturel. Ça prend beaucoup de temps, donc moi au début, ça me prenait trop de temps. Et aujourd'hui, effectivement, j'ai mis en place des process, donc il y a plein de choses à faire, mais déjà, tu peux, soit tes vidéos, tu peux les faire un peu en freestyle, soit tu peux les écrire. C'est de manière différente. Moi, maintenant, j'écris pas mal de vidéos. Il y en a que je continue à faire en impro et d'autres que j'écris. Le fait d'écrire, forcément, tu prends un petit peu plus de temps en pré-production à écrire ta vidéo, mais après, derrière, en tournage, ça va beaucoup plus vite. Ça peut être crevant de tourner une vidéo 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Surtout, moi, je me répétais au début 20 fois, 30 fois. J'en pouvais plus à la fin de ma tête et c'était vraiment contre-productif. Donc, mets en place des routines comme ça. Moi, maintenant, j'ai une lutte que j'applique toujours sur mes vidéos. Je fais des presets sur Adobe Premiere Pro.
Je fais en sorte de faire des vidéos pas trop longues aussi sur YouTube, parce que plus elle est longue, plus c'est du montage, puisque j'illustre mes vidéos. Fais beaucoup de vidéos et au bout d'un moment, ça sera plus facile. Mais au début, forcément, on passe par une phase où c'est long et c'est dur. Mais quand tu lances ta chaîne, même si tu as quelques vues et quelques commentaires, au début, quand tu as une personne qui te dit c'est super, ça m'aide, etc., après ça te pousse, ça te donne des ailes et ça te permet de continuer. Voilà. Donc là, on a des youtubeurs là, qui connaissent bien, Charles et Romain, qui connaissent bien ça aussi. Voilà, au début, c'est forcément long, quoi. Si vous voulez des conseils au quotidien, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne YouTube. Mais aussi, je lance dans quelques semaines une école de vidéo en ligne, donc pour aller beaucoup plus loin, un peu comme la formation que j'ai suivie moi quand j'ai commencé. Donc pour vous apprendre à créer des vidéos au rendu professionnel et aussi à développer votre business et vivre de la vidéo. Donc pour aller voir ça, c'est sur ma chaîne, tout est indiqué, voilà. Merci beaucoup à toi, merci beaucoup à vous d'avoir été présents. Et je suis dispo pour discuter avec vous si vous voulez jusqu'à la fin de la journée. Merci à toi. Aujourd'hui, peut-être que vous ne le savez pas, il est là pour partager son expérience avec l'OSR lors d'un voyage qu'il a fait à Tahiti. Louis, je t'invite à me rejoindre sur scène. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire, Louis! Joyeux anniversaire!